couperai les petits bouts avant-après. Donc c'est enregistré. Donc c'est vrai que ceux qui ne veulent pas apparaître dans l'enregistrement, bon, bah, pourront couper leur caméra éventuellement. Ça sera mis sur le site solopreneur05.com, juste l'adresse ici. Voilà. On retrouve tous les lives réussites qui ont été faits depuis déjà une dizaine de fois maintenant. Voilà. On est en fin de cycle, on va s'arrêter après pour l'été. On va attendre encore 2-3 minutes que les gens arrivent. En attendant que ça se connecte, je peux peut-être prendre la main et parler des solopreneurs, hein, Marie-Pierre, en attendant oui, tout à fait. que ça se passe. Oui. Pour dire simplement que ça c'est dans le cadre d'un réseau d'entrepreneurs dans le 05. On appelle ça Solopreneur 05, uniquement des personnes qui travaillent seules, sans salariés. Et vous avez donc des informations, peut-être, je ne sais pas si Marie-Do est sur le 05 ou pas, mais voilà, on se réunit, on fait des rendez-vous en présentiel, normalement, quand il n'y a pas de confinement. Là, cet été, ce sera des pique-niques, ou sinon, c'est des rendez-vous au petit-déj, une fois par mois. C'est assez sympathique, c'est gratuit. En fait, ça permet de créer du réseautage, de voir quelle synergie on peut créer entre nous aussi. Voilà. On a aussi des émissions de radio, par exemple. Donc, on retrouve tous les replays ici. Les dernières fois, on les a fait sur Zoom aussi. Donc, ça passe à la radio, mais c'est enregistré sur Zoom. Et donc, les lives, les rendez-vous live réussites, comme aujourd'hui. Voilà, donc il y a eu, on va dire, une douzaine de personnes qui sont passées. Et vous retrouvez ici des replays des différentes personnes. Voilà un petit peu pour combler le temps que tout le monde se connecte. Et je vois Ludivine, en fait, là, qui s'est connectée sous le pseudonyme de Gaëtan. Yes. Voilà, voilà. Et 19h05. Bonsoir. Bienvenue, Bonsoir, Ludivine. Ah, super. J'étais juste en train d'introduire la conférence en présentant les solopreneurs et le réseau. Voilà. Bonsoir également, peut-être Gaëtan du coup, non? Oui, c'est ça, bonsoir. Ah, super, voilà. Bonsoir. Okay. Et ben voilà, bienvenue. Bienvenue à tout le monde. Je crois que Marie-Pierre a prévu une intervention pendant 45 minutes à peu près. Oui, ça c'est un petit peu plus long. Et je vais bien me tenir au temps. D'accord, ça marche. Donc moi, comme je disais, j'enregistre aussi la session pour pouvoir mettre les replays sur le site internet. Donc voilà, si jamais vous voulez pas apparaître, ben, vous coupez votre webcam. Et ne parlez pas sinon. Mais voilà. On entend. Voilà, ben écoute Marie-Pierre, les autres personnes arriveront certainement petit à petit. Je vais couper leur micro à l'entrée, comme ça au moins peut-être ça sera moins dérangeant éventuellement. Et je vais te laisser la parole. D'accord, merci Eric. Alors, bonjour à tous, à toutes. Aujourd'hui, moi, du coup, je suis bien contente de partager avec vous ce sujet que j'ai choisi, simplement parce qu'il me tient à cœur. C'est donc celui de la préparation mentale des sportifs. Tout d'abord, parce qu'il a pu m'apporter de bonnes solutions, parce que j'ai été athlète de haut niveau en ski nordique. Et même si c'était dans des temps où il y avait moins d'outils que maintenant. Et puis surtout,
parce que les apports que j'ai eus et à la curiosité que j'ai de continuer à les enrichir m'enrichissent au jour le jour, enfin dans ma vie quotidienne. Et voilà, j'aimerais, et dans mon développement personnel. Et c'est ce partage que j'avais envie de faire avec vous pour que vous puissiez peut-être avoir des outils et puis une démarche et puis démystifier un petit peu ce que c'est que ce fameux mental du champion. Voilà. Donc, on va commencer. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que dans notre société, c'est devenu quand même une habitude d'attribuer victoire et défaite pour les sportifs, souvent au mental. Hein. On entend partout, il n'avait pas le mental, il faudrait qu'il travaille le mental, ou il a gagné, c'est mental, c'est le mental qui a fait la différence, etc. Donc, on s'aperçoit que c'est un petit peu la nouvelle vedette du sport moderne. Avant, il y avait la préparation physique et qui faisait le haut voilà, qui était à la mode et vraiment où on faisait des recherches et de grosses avancées. Et puis maintenant qu'on rentre dans un concept plus de qualité où les meilleurs ont du mal à se départager, on arrive avec cette qualité à essayer de travailler beaucoup plus sur le mental. Ce mental, c'est un terme quand même qui est bien vague, vous en conviendrez, hein, parce que si on voit ça un petit peu de loin, souvent, la plupart du temps, on l'utilise quand on veut expliquer pourquoi ça marche ou pourquoi ça ne marche pas. Alors, on dit que c'était mental. Bon. Donc ça, c'est la première chose. Donc le mental des champions, on en entend parler et on ne sait pas encore trop, enfin, tout à chacun, on a tous un peu des définitions, mais on ne sait pas trop quoi y mettre dedans. L'intérêt de la démarche, c'est que dans notre société, la compétition, elle est partout. Il existe une correspondance donc, entre le terrain sportif et puis notre chemin à nous, hein, le besoin de défis et voire d'affrontements qu'on peut avoir dans nos vies. Les situations de compétition, on peut quand même voir qu'elles sont omniprésentes, elles sortent du domaine du sport, elles sont dans le domaine professionnel, elles peuvent être à l'école hein, pour nos enfants, elles peuvent être même dans le monde artistique, etc. Elles se traduisent par des affrontements, des défis, où chacun va essayer de défendre donc, ses ambitions, ses projets, ses idées, voire pourquoi pas son talent et puis aussi parfois même sa dignité. Et du coup, c'est dans cette mesure-là que le mental peut nous intéresser parce que, sans en prendre le mauvais hein, de faire l'apologie des athlètes de haut niveau et puis des champions, on va aujourd'hui essayer d'oublier qu'il y a ces fameuses dérives et on va plutôt garder ce qui est du domaine des valeurs hein, et puis des principes qui peuvent animer ces sportifs qui s'entraînent et qui vont progresser dans leur tête aussi. Alors, qu'est-ce que le mental d'un champion? En quoi les champions sont-ils comme les autres? Et puis, on peut se demander en quoi ils sont aussi différents, comment ils s'entraînent. Qu'ont-ils tous en commun? Est-ce qu'il y a un dénominateur commun dans leurs principes d'entraînement? Et puis, à quelle discipline ils s'astreignent? Sachant que j'emploie le mot discipline. Le mot discipline, il est très péjoratif dans notre société, mais si on voit sa définition en latin, ça veut dire apprentissage. Donc, discipline, ça veut dire apprentissage et ça veut dire passer du temps pour progresser et voir s'approprier une démarche, des outils. Donc, quand je parle un petit peu de discipline, c'est dans ce sens-là et c'est très positif au contraire. Alors, comment nous, on va pouvoir nous entraîner à transposer les principes du sport de haut niveau à la situation qui nous concerne ou qui nous intéresse dans nos propres objectifs. Alors, j'ai pris ça
comme j'ai l'habitude de le travailler en préparation mentale avec des sportifs, pour imager tout ça et se demander qu'est-ce que c'est que ce fameux mental de champion et à quoi tient l'harmonie psychique qui est nécessaire à la haute performance. Eh bien, comme le mental, c'est pas un muscle, qu'on est un petit peu dans la boîte noire, que c'est plus complexe à entraîner, on peut imaginer ça en imaginant d'abord une carte, ça serait la carte du mental. Et la carte du mental du champion, elle pourrait passer, c'est une sorte de chemin initiatique où il va pouvoir se promener dans un ordre particulier. Elle commencerait par la vallée du plan, après il passerait dans le pays du rêve, pour aboutir dans la terre de création. Le rêve, cette terre du rêve, ça serait ce qui concerne et qui est transposable à vous, hein, bien sûr. C'est ce qui concerne prendre son rêve au sérieux, avoir une vocation, jouir d'un talent, mais surtout le reconnaître, et puis écouter son désir et décider de concrétiser ce rêve. Le pays, la vallée du plan, donc cette vallée du plan, là, ça va être l'aspect beaucoup plus concret, c'est l'aspect de transformer son rêve avec un plan d'action, se fixer des objectifs qui vont être concrets, qui vont être personnels et intérieurs, c'est-à-dire pas se dire simplement « tiens, je veux être champion olympique ». Ça va être les petites marches qu'on va pouvoir, le chemin qu'on va pouvoir prendre pour se donner le moyen de ses ambitions. Ça va être s'imposer une discipline, développer certaines qualités, mieux se connaître, surtout rester dans la recherche et en fin de compte avoir le talent de développer son talent. Donc le plan, on s'aperçoit, donc c'est quelque chose qui est absolument incontournable et qui va être l'aspect de concrétisation un petit peu du plan, du chemin voilà, de l'athlète au niveau de son mental. Et tout ça, c'est pour aboutir donc à cette terre de création. La terre de création, c'est là où on va pouvoir performer, c'est le but en fait. C'est là où on va se concentrer, se lâcher, suivre ses instincts et puis libérer ce talent pour arriver à la performance. Sachant que au niveau de la performance, ce qu'on peut dire, c'est que on apprend des habiletés en sport. On a, je sais pas, si on est en gymnastique sportive, on peut savoir faire une rondade flip. Ça c'est un exemple. Mais la performance et les habiletés, on les apprend, donc on les a en mémoire. Ou si c'est faire du vélo ou faire un mouvement particulier, on l'a mémorisé, on l'a appris, il devient automatique et on ne le perd pas. Par contre, la performance, elle ne se reproduit pas deux fois parce que la même performance, c'est quand même compliqué, même si on est capable, si on voit que Martin Fourcade a gagné plusieurs fois les Jeux Olympiques, mais la performance a un côté plutôt aléatoire. Donc, ces pays, enfin ces terres, c'est pour donner un petit peu le chemin par lequel on peut passer pour amener une performance et par quels moyens on peut arriver à définir un petit peu un plan pour arriver à bonne destination, le mieux possible. Ensuite, au niveau de ce qu'on peut voir comme on touche le mental, on peut imaginer nos personnages intérieurs, sachant qu'au niveau du mental, on s'aperçoit que l'expérience démontre que certaines qualités nécessaires, donc quand on veut créer une performance, elles n'apparaissent pas sur commande. On ne va pas se dire, tiens, il faut que je me lâche, il faut que je me concentre, il faut que je gagne. Le il faut, c'est compliqué et même c'est complètement contradictoire. Et on peut même
voir qu'on a, on a un principe, c'est une sorte d'immunité psychologique qui fait qu'on a souvent des contradictions internes. Plus on veut quelque chose, enfin, et on peut éventuellement même devenir son propre adversaire, c'est-à-dire que plus on veut, on veut quelque chose, on a un but précis, et plus c'est une loi, enfin c'est une force qui sera un petit peu mystérieuse et opposée, va pouvoir s'opposer et maintenir un statu quo, donc ça nous empêche d'avancer. Donc ça peut être le sportif qui veut absolument gagner, qui se met une pression pour gagner, et cette force, cette fameuse contre-force, ce contrepoids, ça serait le fait qu'il ne se donne pas le droit de gagner. Ça, on le voit beaucoup en coaching. C'est donc démystifier un peu ça, mais ça fait partie donc du mental et du fait qu'on n'a pas en nous une volonté unique qui décide de tout. Ça serait bien trop simple. C'est un petit peu, si on veut voir au niveau musculaire, des muscles agonistes et antagonistes, des muscles qui ne travaillent pas dans le même sens. Et là, on ne le voit pas, c'est dans notre tête. Et du coup, on peut voir que on a des parties de nous qui peuvent se mettre d'accord ou, au contraire, être en conflit et nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Alors, pour que ça soit un petit peu plus marrant et puis concret, on a 3 personnages intérieurs. Dans chacun de nous, ces 3 personnages vont cohabiter. Le problème, c'est qu'ils ne vont pas parler la même langue. Ils ne veulent pas forcément la même chose. Et ils ont aussi des talents différents. Et du coup, ils peuvent s'entendre à merveille ou pas du tout. Alors, ces 3 personnages, ça serait le maître, l'artiste et le corps. Alors, on va dire que le maître pense, l'artiste se lâche et le corps crée donc la performance. Alors, le maître, on va commencer par lui. Qu'est-ce qui pourrait être lui? Donc, lui, c'est un petit peu le synonyme de notre ego. C'est donc notre moi qui raisonne, qui est censeur, qui commande, qui juge de ce qui est bien, ce qui est mal, qui interdit, qui va aussi donner le feu vert, mais qui a peur du ridicule, qui peut se laisser dévorer par l'orgueil, qui peut culpabiliser, qui peut être aussi trop sage. Ça, c'est embêtant quand on est ou entrepreneur. Si on prenait un exemple où, quand on veut une performance, on veut gérer quelque chose de difficile. Donc, c'est celui qui va se prendre la tête, le maître, parce qu'il veut trop en faire. Et en compétition, c'est très gênant. Parce que si on pense trop, à un moment, on doute de soi, ça peut être au pire moment, et c'est le coup des pannes, et on va voir que le corps, il va avoir des problèmes et il va se retrouver dans des phases de maladresse, et voilà. Mais sans être dans le sport, on peut aussi faire l'état du maître qui peut être un obstacle par rapport à une action qu'on a. C'est un petit peu quand on se sent observé. Donc là, moi qui vous parle, c'est pas, voilà, si je sais que je vais être jugée, je peux, et que ça y est, j'ai mon petit hamster dans la tête qui tourne en rond et qui va me projeter un petit peu plus dans le moment présent, mais plutôt dans l'avenir du résultat que je peux produire en vous parlant, je risque de bafouiller et de marcher un peu dessus. Voilà, donc ça, c'est l'exemple, c'est le maître. Le deuxième personnage qui est en nous, on pourrait le voir comme l'artiste, et celui-là, il est quand même beaucoup plus sympathique, même s'il n'y a pas forcément de mauvais personnages, puisque voilà, on a une certaine unité quand même. Donc l'artiste, lui, c'est pas celui qui se prend la tête, c'est l'inverse. C'est notre moi libéré du moi tyrannique. C'est notre côté spontané, instinctif,
Un artiste, il est en état de création, il suit ses envies, il aime jouer, imaginer, il n'a pas peur du ridicule et surtout, il a une très grosse qualité, c'est qu'il vit dans le présent, il ne se prend pas la tête. Et deuxième grande qualité, il a le don de rendre le corps intelligent parce qu'il va souvent lâcher prise et créer, donner un petit peu le feu vert pour créer la performance. Donc l'artiste, lui, il est quand même un élément, une pierre angulaire au niveau de la performance. Le troisième personnage qu'on peut avoir dans notre tête, enfin, le troisième personnage, là, c'est pas dans notre tête, mais c'est quand même un élément physique, donc c'est le corps, avec notre cerveau, bien sûr. Donc le corps, lui, c'est l'exécutant. C'est celui qui concrétise l'action, la performance. Alors lui, il s'exprime soit de façon crispée et maladroite, soit de façon fluide et inspirée, selon qu'on le traite bien ou mal. Sur le terrain, c'est lui qui va exprimer sa technique, son savoir, son style, et tout ça dans une fluidité dès qu'il est libéré. Donc, on l'aura compris, dans l'action, enfin dans la performance, dans les actions qu'on peut, enfin dans nos challenges, c'est le maître qui a souvent tendance à trop raisonner, à vouloir trop en faire, au risque, évidemment, de tout faire échouer. On peut dire que c'est un peu le pansouillard. Donc, ce que j'appelle le pansouillard, c'est le hamster qui tourne dans la tête sans jamais trop aller nulle part. C'est celui qui nous fait gamberger. Donc, l'enjeu, avec, dans le travail mental, c'est, et ça serait, de maîtriser le maître pour laisser s'exprimer l'artiste à travers un corps qui va pouvoir se libérer. Et c'est essentiellement de travailler le passage du maître à l'artiste. On est obligé de faire avec le maître quand on commence à apprendre quelque chose. Voilà, on a tous, on doit passer par le maître, mais l'idée, ça serait, en tout état de cause, de trouver des outils, des solutions pour pouvoir passer et créer une harmonie et passer en état de performance plutôt dans son côté artiste. Donc, le but ultime d'un sportif, d'un athlète, c'est d'entrer dans la zone, on appelle ça aussi le flow. C'est un état de fluidité performance. Donc la zone, c'est un moment où on est au summum. C'est un état de grâce, si on veut un peu expliquer ça comme ça. Et ça serait un moment où on a une maîtrise, un concours de circonstances, où on est au summum de sa forme, de ses moyens, de sa maîtrise technique et surtout de ses sensations. Et on est dans une sorte, la performance, elle peut survenir quand le corps et l'esprit sont donc en harmonie et qui sont utilisés jusqu'à leur limite, mais dans une sorte de sensation de non-effort. Cet état de zone, vous allez me dire, alors là, Pierre nous parle des athlètes, c'est bien, mais nous. Donc la fluidité performance, c'est une chose, ça peut être dans une performance, ça peut être aussi dans l'art, dans une création artistique, mais on peut aussi dans nos vies connaître cet état de flow, dans un état qu'on appelle de fluidité bien-être. Donc ça pourrait être quand vous organisez une grande fête de famille et puis que tout devient limpide, que l'organisation est excellente, que les gens sont tous de bonne humeur, qu'il fait beau, enfin que tout concourt dans le même sens et que vous connaissez à ce moment-là un état de fluidité, ce qu'on appelle cet état de grâce, et vous pouvez entrer dans la zone, effectivement. Donc, ce n'est pas réservé aux seuls athlètes de haut niveau, et c'est un état qui nous génère pas mal de plaisir et d'hormones, la dopamine, et voilà.
Celui qui rentre dans la zone, ça peut être aussi le skieur qui vole sur la neige, qui descend avec l'image d'être une chute d'eau, donc là c'est mon effort. Hein. Et puis l'artiste qui va rencontrer l'inspiration et où on peut dire que c'est pas à ce moment-là le sculpteur qui va faire sa sculpture, mais ses mains. Donc c'est cet état qui est vraiment assez euphorisant et qui est recherché, bien entendu, parce qu'il crée effectivement une fluidité et la haute performance. Voilà. Donc, arrivé à ce stade, on va se dire, bah oui, c'est bien beau, mais comment on fait pour entrer dans la zone? Et puis surtout, il y a le maître, et puis il y a plein de trucs, là. Comment on va faire? Comment on peut résoudre les problèmes qui vont survenir? Parce qu'on va être vite dépassé par certains soucis. Donc moi, dans mon métier, donc je fais effectivement donc, du coaching performance que j'utilise avec les étudiants, mais avec tous ceux qui préparent de forts enjeux et avec les sportifs. Et ça leur permet, enfin le travail que je fais, c'est le fait d'apprendre, de suivre les gens pour leur donner des outils, acquérir des stratégies. Il y a de nombreuses techniques et beaucoup d'outils qu'on essaye de bien sûr personnaliser et puis rendre pour rendre un parcours efficient. Hein, et puis voilà, mais ça passe par une discipline pour qui veut s'engager, même dans des objectifs non sportifs. Mais je vous dis tout ça parce que là, je ne vais pas pouvoir vous parler de ça vraiment en une demi-heure. Donc c'est un peu anecdotique, ça serait compliqué et donc c'est voilà, c'est un terrain et c'est dans le cœur de ce que moi je fais au niveau de mon métier. Là, ce que je vous propose pour tout de suite maintenant, c'est de voir donc les problèmes à résoudre. Hein, on a compris, c'est le maître qui va être perturbateur. Et qu'est-ce que ça pourrait être? Qu'est-ce que l'athlète doit apprendre à faire? Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez aussi vous inspirer pour apprendre aussi à faire pour performer, pour pouvoir atteindre un petit peu cette zone et cet état de bonne performance? On va s'apercevoir que si on dit que le maître nous perturbe et qui nous projette souvent ou dans le passé ou dans l'avenir, mais qu'on a du mal à être vraiment présent à ce qu'on fait et à lâcher, on peut déjà se dire qu'un des problèmes et une des aptitudes et des apprentissages qu'on va pouvoir faire, c'est lâcher prise et vivre l'instant présent. Donc ça peut être une première idée. Et la deuxième idée, qui implique aussi, qui est très liée, c'est le fait de faire table rase de nos pensées envahissantes et donc de gérer le stress. Un athlète, il va toujours être amené à gérer du stress, mais avec une subtilité, c'est qu'il va gérer, donc je vous dis des pensées envahissantes par exemple, mais il va gérer le mauvais stress pour ne garder que le stress. Le stress, c'est EUSTRE2S. C'est le bon stress. C'est un peu le principe de l'élastique. Si on est trop mou, pas assez stressé, si l'élastique est trop mou, il est plus élastique. Donc, il ne faut pas être pas assez stressé, il faut garder ce stress positif et optimal qui crée la bonne tonicité, la bonne approche. Et voilà. Donc, lâcher prise, vivre l'instant présent, gérer son stress et gérer surtout le mauvais stress. Donc, c'est trouver des moyens, des outils pour qu'à des moments T qui vont être ou très courts, on est avant une compétition ou avant un événement dans notre vie qui est stressant, qui fait tourner le petit hamster dans la tête, et qui est celui qui ne va jamais nulle part et qui est très, très
qui court très vite d'ailleurs. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on va pouvoir essayer la gestion du stress. C'est 3 mots, en fait, hein, c'est très simple. Ça va être placer son attention. Donc, on va essayer de ramener son attention à la chose qu'on peut maîtriser pour reprendre du pouvoir personnel et puis surtout, ben, pour arriver après à être présent et puis à être dans ce qu'on fait et avoir la possibilité ben, de se lâcher, justement. Donc, j'ai choisi de partager avec vous 2 outils. Donc, un outil qui peut être dans l'urgence, hein, un outil qui fonctionne bien, que moi j'utilise aussi donc, personnellement, et puis dans mon travail. C'est l'outil, je l'appelle le mur mental. Donc, celui-là, il va vous permettre de stopper net le hamster dans votre tête à un moment où vraiment et très rapidement. Et c'est un peu ce que j'appelle le principe de la charge sonique. Donc, on va beaucoup, en préparation mentale, on parle beaucoup de, par imagerie, hein, donc imagerie mentale. Et du coup, voilà, cette technique, c'est de s'imaginer, donc faire une visualisation, donc de se poser. Hein, on est, admettons, avant un départ de course et tout d'un coup, ça va pas. Voilà, il y a un petit hamster qui court à fond dans la tête et on n'est plus trop bien, on n'est plus à ce qu'on fait. On peut avoir des malaises physiques aussi. Et voilà. Donc à ce moment-là, pour le stopper, on va imaginer, donc là on peut prendre la charge sonique, c'est l'idée, donc on peut prendre une scène de Star Wars, hein, quand Obi-Wan Kenobi, il est, on prend le vide sidéral, l'espace, et puis il est dans son vaisseau, et puis il chasse, il est derrière le chasseur de primes, et à un moment donné, il va envoyer des charges soniques, et vous visualisez ça, et hop, terminé, tout une déflagration, et il ne se passe plus rien. Donc c'est une visualisation. Ça peut être une autre. On peut être, moi ça m'est arrivé de travailler avec des skieurs, donc alors il y a toujours une approche, hein, le skieur qui a peur d'un concurrent, qui commence à se dire oh là là, il va être plus fort que moi, il est plus costaud, etc. Eh bien, je lui demande de se mettre en visualisation dans le skieur en question, hein, dans ce skieur, un skieur super G, donc qui va aller à plus de 100 km/h sur une piste glacée, et je lui demande de visualiser ça, de se mettre dans la vitesse, et puis d'éviter de faire des mauvaises prises de quart, etc. Enfin, voilà, la visualisation, mais sur quelque chose pour ne pas tomber, là, dans ce cas-là. Et on peut même ajouter aussi un cri dans la tête. Si ce n'est pas la charge sonique, ça peut être un cri dans la tête qui peut avoir une efficacité particulièrement. Alors, il faut l'avoir un petit peu fait avant, mais en général, vous pouvez aussi essayer, parce qu'il n'y a pas de situation d'urgence qui peuvent être trop préparées, mais on peut arriver à vraiment se mobiliser. Le cerveau a vraiment de grosses qualités de ce côté-là. Donc, on n'utilise pas beaucoup la visualisation quand on la contrôle, mais ça, c'est déjà un premier outil qui peut être efficace dans l'urgence. J'ai un autre outil donc, qui est beaucoup plus avec un domaine un petit peu d'apprentissage. Donc, c'est l'outil que j'appelle le marteau de Thor. Donc, le marteau de Thor, ça fait un terme un petit peu, on imagine un gros marteau, Thor étant un dieu. Et quand il donne un immense coup de marteau, donc il donne où son coup de marteau? C'est-à-dire quand on a dans sa tête comme tous ces petits, on va dire, insectes là, qui commencent, ou ces petits ennemis qui commencent à nous grappiller le cerveau, eh ben, on imagine ce brave, ce dieu qui
va envoyer donc un grand coup de marteau et faire la même chose que tout à l'heure, hein, complètement éradiquer nos pensées envahissantes. Donc, ces pensées parasites et qui envahissent notre espace, notre cerveau, nous font surchauffer et gaspillent notre énergie et inhibent l'action. Donc, dans le marteau de Thor, il y a 3 techniques donc, que vous connaissez. Hein, c'est peut-être certainement des techniques qui sont, c'est pas moi bien sûr qui les ai inventées, mais à chaque fois, moi je les utilise et elles sont, voilà, on peut tout à fait les personnaliser. Donc, la première que j'ai à partager avec vous, hein, qui fait partie du marteau de Thor, c'est la respiration de feu. Donc, cette respiration, elle est absolument phénoménale, je trouve, parce qu'elle est euphorisante, hein, elle active tout le corps et elle crée un excellent relâchement. Donc ça peut être fait aussi avec un résultat très rapide dans l'urgence. Seul petit souci, hein, moi je vais vous la décrire, c'est que au début, on peut faire des petites séquences de 1 minute parce qu'elle fait hyper oxygéner le cerveau. Et du coup, on peut avoir un petit peu la tête qui tourne, donc on peut en prendre quand même l'habitude. Mais au niveau de la gestion du stress, c'est un résultat garanti. Alors, comment ça marche? Cette respiration, en fait, c'est une respiration qui va être inversée. Quand on respire, on a, vous le savez, ce gros muscle qui est le diaphragme, qu'on appelle d'ailleurs, c'est un des guerriers de notre organisme, hein, avec le cœur, parce qu'il ne se repose jamais. Hein, même quand on dort, on a ce muscle, hein, le diaphragme, qui travaille à notre respiration. Donc là, cette respiration de feu, elle va fonctionner avec une passivité, justement, un repos, c'est le repos du guerrier, un repos du diaphragme. Donc, on va, si vous voulez, vous pouvez le faire, enfin essayer de le vivre en même temps que moi. Donc, on se met les pieds bien par terre, assis tranquillement, les mâchoires desserrées, et on se redresse, on laisse, pour se redresser, on sort un petit peu la poitrine et on va pour ça relâcher ses épaules et rapprocher ses omoplates. Et là, on va donc avoir une respiration par le nez, mais simplement, on va respirer, on va expirer, chasser l'air uniquement avec ses abdominaux. C'est comme si on avait un soufflet, qu'on était devant son insert et qu'on appuie, le soufflet, ça serait les abdominaux, et on va souffler l'air on va soulever l'air avec en contractant les abdominaux, et c'est l'expiration qui sera la contraction des abdominaux, et l'inspiration se fera alors réflexe, sans rien faire, et on enchaînera comme ça. Donc, ça donne à peu près ça. Donc, c'est une respiration. L'inspiration sera passive. La seule chose, si vous essayez, que vous avez à sentir, ce sont vos abdominaux qui vont se contracter. Donc, je vous montre un petit peu. C'est vous pouvez essayer si ça vous dit. L'idée, c'est que réellement, il y ait une grande passivité de tout l'appareil respiratoire et qu'il y ait uniquement au niveau du ventre cette contraction qui est une contraction viscérale, donc c'est un travail postural où il n'y a pas d'intervention du niveau squelettique, hein, le dos ne bouge pas, c'est juste les abdos, voire le périnée, mais les abdos qui vont soulever et faire bouger le guerrier, là, notre diaphragme, sans que celui-ci se contracte. Et c'est ce qui permet d'annuler tout le stress qu'on peut avoir au niveau du plexus. Donc, je vous laisse respirer un peu, si vous avez envie d'essayer de voir un petit peu ce que ça peut donner. Je vous laisse quelques minutes. Vous pouvez aussi boire un coup, peut-être.
Donc, ce premier outil, qui est bon, cette respiration de feu, la possibilité, donc, c'est de l'utiliser et de s'entraîner un petit peu avec. Je vous ai dit, donc en général, on fait 3 minutes, mais on va faire des stades de 1 minute et puis on va reprendre un petit peu ses esprits simplement parce que je vous ai dit que c'était compliqué au niveau de l'oxygénation. On peut avoir une hyperoxygénation, un petit peu la tête qui tourne. Voilà. Donc, le deuxième outil, lui, c'est celui de la cohérence cardiaque. Donc, il y a beaucoup de personnes qui doivent connaître. Cet outil-là, je pense que s'il y en avait un à retenir, c'est celui qui nous sert absolument, enfin, qui est le plus utilisé et le plus performant. D'ailleurs, c'est une technique qui est utilisée par les pilotes de chasse de l'armée française dans leur top, c'est-à-dire leur technique d'optimisation du potentiel. Ils le font, enfin ils s'entraînent quotidiennement. Eux, c'est, je vous dis, puis après moi, comment on peut faire nous. Le but, c'est pour eux, c'est de réduire le stress pendant les combats aériens, en permettant donc au pilote d'être concentré seulement sur sa mission et pas sur des messages perturbants. C'est en fait pour l'aider à garder son self-control dans des situations très précises. Et ça, comment ça va se faire? On parle de cohérence cardiaque. Donc, il va apprendre à maîtriser les battements de son cœur. Donc, pour ça, vous imaginez les pilotes dans une salle avec un ordi devant eux, un capteur cardiaque et la courbe de leur cœur qui défile sous leurs yeux, sachant que notre cœur fonctionne bien évidemment de manière automatique, mais qu'on peut quand même gérer son activité. Le cœur, on s'aperçoit qu'il accélère à l'inspiration et qu'il ralentit à l'expiration. Il y a une variation à peu près de 5 à 7 battements entre l'inspire et l'expire. Et les battements, quand on expire. Le fait d'avoir continuellement l'environnement extérieur et la menace des émotions fait varier la courbe cardiaque. Donc le cœur peut accélérer, on le sait avec le stress. Et voilà. Donc l'enjeu là de cette cohérence cardiaque, et ce que font donc ces pilotes pour imager un petit peu, c'est qu'ils vont apprendre, donc ils vont être devant leur ordi, ils vont être amenés à faire de la cohérence cardiaque. Donc c'est une technique où on inspire en 5 temps et on expire en 5 temps aussi. Et ils vont être amenés à se concentrer et à faire tomber la pression, et en ayant un curseur, donc leur courbe, devant les yeux, ou qui va s'harmoniser petit à petit, alors qu'au départ, elle peut être complètement chaotique en fonction de ce qui se passe dans leur tête, du niveau de stress qu'ils peuvent avoir, etc. Et l'enjeu, c'est que l'intervenant qui va être là durant la séance va à un certain moment leur envoyer des messages stressants du style « vous êtes la cible » ou des messages stressants pour un pilote de chasse. Et l'enjeu, ça sera de garder son self-control. Donc nous, comme on peut l'utiliser au niveau du coaching, ça peut être donc un outil qui sert. Donc d'abord, il faut voir un petit peu le contexte, délimiter l'objectif de la personne, bien l'établir, cet objectif, bien le clarifier la situation. Et puis ensuite, on peut le faire travailler toujours avec ce mécanisme de 5 inspire, 5 expire. Moi, je le fais travailler aussi avec un objectif, c'est-à-dire qu'une idée. Ça peut être, je ne sais pas, quelqu'un qui aurait
un manque de confiance, si on fait, on inspire, je ne sais pas moi, on va donner un message qui sera trouvé avec la personne, qui correspondra à son objectif. Ça peut être je tiens la route, ça fait je tiens la route, ça fait 4, on inspire, et j'exprime fort qui je suis, c'est en soufflant 6 temps. Voilà, on peut faire ça sur des stades de 3 minutes et pas forcément assis devant une table. On peut tout à fait le faire, et moi, c'est mon idée de coach, hein, c'est l'idée dont je fais la promotion, c'est de lier le corps comme outil, même au-delà là, d'une activité respiratoire. On peut le faire en marchant, on peut visualiser en montagne, on peut améliorer, faire des entrées beaucoup plus importantes pour aller dans le bon sens, avec les sens, hein, notamment donc le BACOG, la vision, l'audition, le niveau kinesthésique et voire même le gustatif. Et donc cet exercice, on peut le faire, mais la base reste de toute façon un exercice qui va faire rentrer en cohérence cardiaque et du coup éliminer le stress. Alors, pour vous expliquer un peu plus, comprendre comment il fonctionne cet exercice, pourquoi on chasse le stress par là en calmant son cœur, c'est aussi du côté des neurosciences, c'est parce qu'on va hacker son cerveau, parce qu'on va l'obliger à un moment donné à se concentrer sur autre chose que des pensées. Si je me mets à regarder là, on peut le faire, il y a des choses qui sont vendues, une lampe qui calme. Si je me mets à regarder pendant 5 temps une lampe qui s'allume, et puis une lumière qui s'amplifie et une lumière qui diminue, 5 temps on inspire, 5 temps on expire, au bout d'un moment, vous pensez bien que je me concentre sur ce que je vois et sur le comptage de mes respirations, de ce que je suis en train de faire. Et du coup, au niveau de mon cerveau, je lâche, c'est-à-dire que le cerveau va rentrer en onde alpha, ce qu'on appelle, hein, c'est un état un peu d'auto-hypnose, et il va évidemment se reposer. C'est comme si un peu on changeait de cheval, qu'on jouait, qu'on se reposait. Donc, les bienfaits sont absolument de cette cohérence cardiaque sont innombrables. Premièrement, parce qu'il y a une baisse des hormones du stress, hein, du cortisol, et puis en contrepartie, une augmentation de toutes les hormones qui sont anti-stress et l'ocytocine, la dopamine, les hormones du bonheur, hein, sérotonine, etc. Et aussi parce que du fait de se mettre en onde alpha, on ressent, on prend soin de son cerveau, il évite la surchauffe, et on favorise donc l'apprentissage, la mémoire, la communication, voire la coordination. Donc ça, c'est très intéressant aussi pour la mémoire, pour la santé en général. Voilà, notamment, c'est quelque chose qui fonctionne aussi, que moi je pratique beaucoup avec de jeunes athlètes qui ont aussi des études à faire et voilà, qui ont à se concentrer. C'est quelque chose qui prend pas beaucoup de temps parce qu'on va faire à la limite 3 minutes, on peut faire des petites stades de 3 minutes, on peut le faire plusieurs fois par jour, à chaque fois qu'on en a besoin, mais c'est un excellent outil. Donc ça, c'était pour le deuxième outil du marteau de Thor. Hein, toujours la même chose pour on en est à gérer ce fameux stress et lâcher prise. Et le troisième, ça serait ce qu'on appelle le mindfulness. Donc c'est la méditation de pleine conscience et qui permet de la gestion du lâcher prise. Donc c'est un peu une technique, c'est une méditation, donc c'est beaucoup plus qu'une technique, c'est au carrefour entre la tradition bouddhiste et puis nous, notre modernité, et c'est une réactualisation où on s'en sert maintenant
pour être pleinement là et dans le non-faire. Justement, toujours la même chose, pour éviter, pour placer son attention, mais sans contraindre. C'est-à-dire qu'en Zazen, on dit souvent, on laisse les images et les pensées surgir de l'inconscient, on les laisse vivre et on les laisse passer comme des nuages dans le ciel, donc sans chercher à les arrêter. Donc, en conclusion, sur ces outils-là que je vous ai proposés, on peut se dire que ce fameux marteau de Thor, il transforme durablement le cerveau parce que notre cerveau a cette plasticité, cette neuroplasticité, et que si on s'aperçoit à ça, que si on s'entraîne, même très peu, ça ne prend pas beaucoup de temps, on peut faire un marteau de Thor, c'est 15 minutes, donc 15 minutes, on peut les trouver dans une journée. Les circuits qui sont fréquemment utilisés, qui nous faisaient stresser, vont se consolider, vont plutôt, ceux-là, ils vont s'étioler et rapetisser, et ceux qu'on est en train de travailler, les circuits vont se consolider, se développer, et il y a des connexions qui vont se faire, et on aura ce gain qui est très très intéressant. Voilà, donc sachant qu'une petite aparté, le stress, c'est vrai que on en est maintenant, même dans le sport, à être beaucoup là-dessus, parce que le stress, c'est à l'origine un réflexe physiologique qui était le même chez les hommes des cavernes, nos ancêtres, et qui est un réflexe qui permet de soit combattre, soit prendre la fuite. C'est un réflexe physiologique qui se met en branle dès qu'on le cerveau conçoit une menace. Donc, on a ces hormones, une activation de tous les systèmes de notre organisme, et essentiellement de ces hormones du stress, des contractions musculaires, une hyperventilation, etc., hypertension. Et sachant qu'une deuxième phase est là pour être une phase où on restaure un petit peu nos forces avec des hormones du bien-être, mais que ce fameux stress, notre cerveau, il ne fait pas la différence entre un lion qui pouvait courir après l'homme des cavernes et puis vous ou moi dans un bouchon en train de nous énerver parce qu'on est bloqué et qu'on est en retard, ou avec un patron qui vous engueule, etc. Donc, les conséquences, et on n'a plus la même solution pour évacuer ce stress. Donc, les solutions qu'on a à trouver, c'est effectivement d'essayer de ne pas être dans cette sur-fatigue, cet épuisement physique. Et c'est vrai que le carrefour de tout, c'est quand même travailler, s'entraîner, avoir une petite discipline sur sa respiration. Donc voilà, c'était l'idée de vous donner quelques outils qui peuvent imager un petit peu ce que c'est que la démarche du mental, et qui fait qu'un mental peut être au même titre, ce n'est pas un muscle, mais qui peut être entraîné et travaillé. Donc voilà, donc moi, par rapport à ça, je suis donc Marie-Pierre Ducrot. Je suis donc coach sport, santé, bien-être. Donc moi, je ne fais pas que du coaching de performance, bien sûr. Ce que je propose, et la particularité, c'est de mon coaching, parce que je suis coach professionnel, donc j'ai un bagage de coaching global, c'est d'accompagner les personnes avec des outils de coaching, donc en entretien, mais surtout à chaque fois en liant et en prenant le corps comme outil et comme support, et en amenant la personne vers ses objectifs, mais vraiment en amenant, en jumelant les séances, ça peut être du coaching et en même temps
une pratique physique. Et donc, la destination ne sont pas uniquement des sportifs, voire des sportifs de haut niveau, mais ça peut être complètement dans des problématiques donc, de santé ou de bien-être. Ça peut être la lutte contre les addictions, enfin, l'amincissement, etc. Une personne au niveau du bien-être, des problématiques de changement de vie. Voilà. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez quelques questions à me poser. Voilà, réouvrez bien vos micros, ceux qui veulent poser des questions éventuellement. Sinon, je serai de toute façon à votre disposition. J'ai mis là mes coordonnées, donc je peux aussi tout à fait répondre à des des questions à d'une autre venir. manière. Voilà. Très bien. Bon, ça devait être suffisamment clair, non? Peut-être quelqu'un veut intervenir? Non? C'est bon? Ben moi, Claire, vous m'entendez là? Oui, Oui. parfaitement, Nicolas. Moi, ce qui m'intéresse, et j'ai apparemment eu la confirmation, c'est que ces différents outils, ces différents mécanismes qui viennent de la perte du haut niveau, et là, il faudrait comme tu me le confirmes éventuellement, moi j'ai eu l'impression que ils pouvaient vraiment être adaptables à tout le monde, aux citoyens lambda. Donc aux différents coachés qu'on peut avoir, on peut prendre ces outils et les mettre en pratique avec tout le monde. Donc moi, c'est l'impression que j'ai eue. Donc est-ce que tu peux me confirmer ça? Oui, donc oui, parce que c'est un petit peu l'objectif. Sachant qu'il faut d'abord que la personne, enfin, c'est pas de but en blanc fournir un outil, puisque le coach, lui, voilà, il va cheminer, il va être le partenaire. Et donc, mais c'est des outils, bien sûr, qui sont vraiment utilisables au-delà du sport, puisque, comme j'ai pu le dire, enfin, c'est vrai que la gestion du stress, c'est une gestion qui appartient à tous les secteurs, donc dans des problématiques très différentes. Je confirme, Marie-Pierre, que j'utilise certains outils aussi pour la gestion des émotions, notamment, puisque moi, je travaille beaucoup sur cet aspect émotionnel dans les relations. Et donc, c'est un outil, je pense à celui de ceux autour de la respiration qui est... Oui. C'est physiologique, en fait. Hein, donc, comme on est tous constitués de la même façon, voilà, ça marche, ouais. De toute façon, un être humain, qu'il soit champion, athlète de haut niveau ou artiste ou enfin n'importe quel être humain, et notre dénominateur commun, c'est de toute façon la respiration. Et c'est vrai que voilà, c'est par là qu'on produit tout ce qu'on a un petit peu dans les tripes, de toute façon. Donc c'est vrai que c'est tous ces outils-là. Donc après, c'est vrai que tout ce qui est méditation, on peut pas. Moi, j'ai rencontré, je sais pas toi, Ludivine, il y a des personnes parfois qui sont pas forcément en adéquation. Donc c'est pour ça qu'il y a une créativité aussi à avoir par rapport à des déclinaisons d'outils. Nous, par rapport aux sportifs, ce qui fonctionne très bien parce qu'on a besoin d'immédiateté. Donc, on a besoin de choses qui fonctionnent très rapidement, qui sont très pragmatiques. Donc, on ne va pas se lancer dans des séances de yoga. On va plutôt aller voilà, dans des choses qui fonctionnent et avec des gens qui utilisent déjà bien leur corps, mais qui n'ont pas forcément, comment je pourrais dire ça, la culture yogi. Enfin, voilà, donc, mais ça fonctionne très bien. Il suffit d'écouter, de faire le lien avec la personne. Et il y a des outils qui sont vraiment très intéressants. Et c'est des vrais médicaments. Enfin, moi, j'irai jusque-là. Ouais. Mais quand on a compris que simplement, le stress, c'est... Moi, je sais pas, j'ai mis un temps à comprendre ça. C'est 3 mots, quoi. C'est placer son attention. C'est placer son attention juste là où il faut, au bon moment, et pas s'éparpiller. Mais quand on a dit ça, souvent c'est un gros déclic quand on arrive à ce résultat-là, quoi. C'est mon avis. Et la méditation de pleine conscience est utilisée
en parallèle de certaines médecines hein, pour pouvoir Oui. diminuer certains traitements. Alors, ça ne va pas forcément arrêter, stopper les maladies, mais en tout cas, on va pouvoir réduire les traitements. Et voilà, il y a des études. Ouais. Oui, oui. Que Bah oui. médicalement, ça commence aussi à avoir ces effets oui, même prouvés, mais je ne sais plus, notamment autour de la dépression, ça c'est Oui, sûr. la dépression. Mais la respiration, enfin la cohérence cardiaque, c'est la même chose aussi. Hein. Au niveau, enfin les répercussions au niveau, enfin au niveau de la, parce que ça met en place, ça fait passer le système. Toujours, on est plutôt sur le système parasympathique. Et du coup, c'est vrai qu'il y a plein de répercussions. Les naturopathes qui suivent, ils voient ça aussi. Enfin, ils conseillent. Ça sort du champ, mais c'est des techniques qui sont, oui, qui sont au-delà de la technique, une sorte d'art de vivre aussi. Hein. Mais c'est vrai que le mindfulness, c'est un petit peu plus. Il y a une approche qui est un petit peu plus compliquée pour. Enfin, je ne sais pas comment toi si toi tu t'en sers et comment tu fais, mais. Non, je te rejoins sur le fait que tous les publics n'ont pas envie d'y accéder et que, en plus, le risque, ce serait d'accéder à la méditation avec une partie qui est trop mentale et finalement d'être dans une maîtrise et du coup d'être à fond dans le maître que tu décrivais tout à l'heure. Alors que l'objectif, c'est pas ça, c'est plutôt de le vivre avec son corps et sa créativité. Enfin bon. Mais du coup, oui, mais du coup, ça, moi, enfin nous, dans le sport, enfin une sorte de méditation qui peut être faite, c'est par exemple ce qu'un athlète fait, enfin ce qu'on fait quand on appelle ça de la ritualisation. Donc la ritualisation, c'est avant une compète, par exemple, moi je sais pas, je fais du triathlon, on va poser, on va s'organiser, organiser tous ces gestes, on va avoir un rituel de ce qu'on fait, et ça correspond aussi à un lâcher prise. Ça va dans le sens tout à fait et ça, un sportif peut tout à fait le comprendre et après aller vers, enfin comprendre ce que ça peut être aussi. C'est un dérivé c'est une sorte de méditation. On se met dans sa bulle et on peut faire ça comme ça. Il y a une créativité, je pense, à avoir dans notre monde moderne par rapport à ce carrefour qui, enfin, on a repris un petit peu des arts de vivre, que ce soit bouddhiste ou autre, hein, donc dans des méditations avec des philosophies bien particulières, mais que je pense que nous, on peut arriver à adapter à nous, à notre monde et à nos différents secteurs de vie et nos différents objectifs, tout simplement. Mais c'est bien de garder l'idée en tout cas. Ok, merci en tout cas. Voilà. Merci. Eh bien, merci Marie-Pierre pour cette webconférence. Donc, on a tes coordonnées si on veut te joindre. Et puis, ça clôt un peu ce cycle de live réussite avec une petite parenthèse durant cet été. Là, on va se ressourcer aussi. On verra ça à nouveau à la rentrée en septembre, comment on remet ça en place éventuellement. Merci aux participants de votre présence. Merci à tous. Merci Eric. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Belle soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.